Mais le mystère enfermé dans les pyramides ne s'arrête pas là. Il n'a pas été correctement expliqué à tous ceux qui sont plus conscients et intéressés par cette connaissance en égyptologie. On se demande de quelle manière ont été bâtis ces incroyables monuments si anciens. Et comment ont-ils pu résister au passage du temps? On se demande également comment ils ont pu tailler si parfaitement les 4 énormes blocs de pierre, puis les transférer et placer dans l'ancienne entrée de la Grande Pyramide, étant donné leur énorme poids d'environ 150 tonnes chacun. Est-il possible que ces 4 blocs de pierre parfaitement taillés et alignés aient été soulevés et placés de façon si précise, et à une telle hauteur, par les prétendus ouvriers de la construction? Il est absolument incontestable que les pyramides, ainsi que d'autres grandes constructions, ont été érigées suivant un procédé technologique spécial d'envergure. C'est pourquoi, si l'on prend en compte le système conventionnel couramment utilisé dans les moyens de transport existants, nous constaterons invariablement qu'il est tout à fait impensable que ces énormes blocs de pierre aient pu être travaillés, acheminés, soulevés et ensuite placés à des endroits précis. Ces considérations ne concernent uniquement ces blocs de pierre colossaux placés de façon aussi magistrale, mais également bon nombre d'endroits où il est difficile d'imaginer qu'on ait pu construire autant de temples et de villes, et que l'on peut encore visiter partout. De plus, il y a un autre mystère qui n'a pas été élucidé par l'archéologie officielle. Cela concerne le revêtement extérieur qui avait les 3 pyramides, comme on peut apprécier sur la pyramide de Képhren. On sait seulement qu'il s'agissait du calcaire blanc, provenant de la carrière de Toura. Mais il n'a jamais été mentionné comment il a été mis en place, surtout en sachant que le revêtement avait plus d'1 mètre d'épaisseur. Or, y aurait-il une raison pour ne rien dire à ce propos? Se pourrait-il qu'il n'y ait aucun argument valable qui explique l'apparente impossibilité pour la mise en place d'un revêtement avec des milliers de plaques à cette hauteur, sans avoir recours à une technique spéciale? Une autre énigme irrésolue, c'est l'absence de vestiges prouvant l'existence des logements de ces prétendus millions d'ouvriers, qui, comme il est normal, avaient besoin de se loger avec leur famille, de cuisiner les aliments, et de se nourrir pour travailler. Pour ce que l'on sait, il n'y a pas le moindre vestige d'habitation ayant pu servir à l'hébergement des familles des présumés bâtisseurs. Il n'y a jamais eu de traces écrites de ces faits. La seule chose que nous pouvons affirmer très clairement est que seul un pouvoir inconnu aurait pu bâtir les pyramides, ainsi que beaucoup d'autres cités-temples aux dimensions colossales qui ont existé dans le solennel pays du Nil. Mais outre ces merveilleuses créations des sages architectes stellaires, que pouvons-nous dire au sujet des obélisques géants en forme d'aiguille, se dirigeant majestueusement vers le ciel,
Est-il possible qu'ils aient été construits par la main de l'homme de cette époque reculée, au vu de leur poids? On sait également qu'ils ont été bâtis à l'aide d'une technologie supérieure, car bon nombre d'entre eux atteignaient plus de 40 mètres de haut. Et chacun de ces monuments pouvait atteindre les 1200 tonnes. Il s'agit d'imposants blocs de pierre de granit parfaitement sculptés, résultat d'un savoir-faire, faisant preuve d'une précision minutieuse. Ce qui n'est pas du tout envisageable, si l'on pense à des rudimentaires ciseaux de cuivre, pour ciseler des pierres aussi dures que le granit. Il faut noter qu'avant d'être utilisés pour les constructions, les blocs de pierre devaient être dégrossis, soulevés et acheminés, depuis leur carrière à des centaines de kilomètres. Il est vraiment impressionnant de constater que la technologie égyptienne dépasse de loin notre technologie actuelle et est toujours prête à nous surprendre. Elle comprend des techniques sans égales, qui outrepassent nos concepts élémentaires en construction. La carrière d'Assouan en fournit un exemple, où l'on a utilisé la technologie la plus poussée, en matière de coupe, taille et polissage de granit rouge. On a trouvé sur place des restes de scie, qui coupent le granit comme du carton. Le procédé d'extraction est si surprenant qu'il existe encore des trous qui ont été réalisés par des forêts impressionnants, qui perçaient la roche avec une puissance maintes fois supérieure à celle de nos jours. Est-il possible de faire ce travail colossal, sans penser à une force supérieure à celle de l'être humain? Est-ce que la science et l'archéologie officielle ont l'intention de continuer de profiter de notre inexpérience, de notre naïveté et de notre inconscience, alors que l'on sait très bien que de tels exploits sont inconcevables dans nos connaissances actuelles? Il n'y a aucun doute du fait qu'il est impossible à l'homme de déplacer ces pierres cyclopéennes. Pour mieux comprendre ce que nous venons de dire, à titre d'exemple, nous pouvons nous faire une idée lorsque l'Égypte avait fourni au XIXe siècle des obélisques à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis. Pour leur transport, il a fallu faire une traversée difficile par la mer et construire par la suite un train spécial afin qu'ils puissent arriver à leur point de destination. Le transport a été énormément difficile, car en plus de fabriquer un train spécifique pour atteindre leur objectif, il a fallu aussi travailler jour et nuit, pendant 4 mois. Et nous faisons mention uniquement de l'énorme difficulté concernant le transport des obélisques monumentaux. C'est peut-être pour cette raison qu'à l'époque actuelle plusieurs de ces pilastres monumentaux, et d'autres qui ont été copiés, comme cela arrive à chaque fois, ont été placés dans des points stratégiques des grandes villes, montrant ainsi la puissance et l'énorme importance qui leur a été accordée. C'est pour cette raison qu'ils ont été à maintes reprises reproduits.
Mais outre ces faits difficiles à croire pour la mentalité actuelle, à notre connaissance, derrière ces constructions énigmatiques, il y avait autre chose qui n'est pas mentionnée. Ou peut-être que c'est totalement ignoré par les chercheurs, archéologues, pyramidologues, géomagnéticiens et égyptologues. Car on a toujours su que les obélisques et le petit pyramidion, qui se trouve au sommet, avaient un but qui n'a rien à voir avec une décoration comme l'on peut spéculer. En fait, nous n'ignorons pas que son but était de canaliser et de distribuer des énergies électromagnétiques dans toute la région, en créant avec ses fréquences vibratoires très subtiles, un champ de lumière quantique photonique, très semblable aux menhirs mégalithiques et monolithes, qui existent encore dans certains pays.
Et que pouvons-nous dire au sujet de la prodigieuse construction d'Abou Simbel, œuvre du plus célèbre pharaon égyptien Ramsès II? Existe-t-il une explication convaincante pour sa construction fabuleuse, ainsi que le fait que des statues énormes ont été placées à l'intérieur du hypostyle, en dépit du fait que le passage d'entrée est très étroit? Et ce qui est encore plus fantastique, en faisant pénétrer l'astre Soleil dans son intérieur, à des dates très précises de l'année? Mais ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus impressionnant est que le Soleil illumine chacune des divinités qui sont à l'intérieur, y compris le pharaon. Il est évident qu'il doit y avoir un pouvoir supérieur pour réussir une construction à un endroit si particulier et mystérieux, où le Soleil Ra pénètre directement dans la chambre intérieure du temple, à des moments bien précis. Il y a aussi un autre fait assez impressionnant. Comment le temple aurait-il pu être construit avec une telle profondeur et une telle perfection mathématique? Sur un rocher dur, à l'aide de simples technologies élémentaires? Mais outre ces créations si magistrales en honneur du pharaon Ramsès II, de la reine Néfertari et de la déesse céleste Hathor, que dirons-nous du monumental Ramséum et des cités-temples de Karnak et de Luxor? Existe-t-il une preuve recevable et convaincante de sa construction par la main de l'homme? Existe-t-il un moyen de neutraliser la force gravitationnelle sous la supervision des sages architectes très doués, et permettre de voir le jour à des sculptures imposantes, et des temples parfaitement sculptés, dont leur magnificence se perpétue jusqu'à nos jours? Par ailleurs, il y a un mystère surprenant qui a été enfermé à l'intérieur des deux grandes statues des colosses de Memnon. Lorsque l'astre Soleil Ra se montrait à l'horizon au début de chaque journée, d'une manière étrange, ces statues énigmatiques du pharaon Aménophis III émettaient un son prolongé qui sortait des pierres elles-mêmes. Cependant, un événement impressionnant se produisit. Après qu'un empereur les ait entendus, il essaya de les réparer et à sa grande surprise les merveilleux sons disparurent étrangement. Dans ces incroyables énigmes indéchiffrables, on a découvert sous la pyramide de Saqqara, la construction d'une mystérieuse chambre secrète qui contient 24 splendides sarcophages, et dont on ne sait pas pourquoi elle a été construite. Aurait-elle un objectif plutôt extraterrestre pour canaliser des énergies de téléportation? Et dans quel but ont été fabriqués ces merveilleux sarcophages avec des pierres aussi polies? Ce qui attire encore plus l'attention, c'est la raison pour laquelle ces pierres ont été introduites à l'intérieur, étant donné que chacune de ces pierres de granit rose parfaitement travaillées pèse près de 100 tonnes avec le couvercle, et qu'elle se trouve à cet endroit précis. Il est indéniable que ce travail d'une grande précision n'est en absolu d'origine humaine,
Ce n'est non plus l'homme qui a pu tailler la pierre et la placer dans cet endroit parfait. D'autant plus que l'espace à l'intérieur de la chambre est extrêmement réduit. L'unique manière pour les introduire dans la chambre doit avoir été par un système de dégravitation et de téléportation, avec un déplacement d'une extrême précision dans le couloir si étroit. C'est peut-être pour cela que les égyptologues et l'anthropologie officielle évitent de se prononcer sur cette découverte, pour éviter de faire des déclarations en dehors de toute logique actuelle. La science officielle dévoilera-t-elle à un moment donné les véritables mystères de cet énigmatique endroit sacré? Ou diront-ils, comme toujours, autre chose pour cacher la vérité? C'est peut-être pour cela que beaucoup d'investigateurs qui connaissent les dissimulations ont pu vérifier au fil des années que l'Égypte millénaire n'est pas comme on l'a toujours cru, mais qu'en réalité elle représente un surprenant reflet du ciel, que nous pouvons aussi corroborer dans les voûtes des tombes royales, et sur les cartes stellaires. Comme si la divinité de cette époque s'était manifestée au peuple, qu'elle a su éduquer avec une grande intelligence, pour parvenir à se préserver et à se défendre. Le peuple a protégé ses villes-temples. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles tant de peuples d'autres cultures ont essayé d'envahir cette terre sacrée durant des siècles, car il semble qu'il y avait beaucoup d'abondance et de richesse, et cette profusion a toujours été l'opportunité pour beaucoup de peuples usurpateurs de voler ce qui ne leur appartient pas.
Nous aimerions parler à tous ceux qui nous accompagnent dans cette intéressante investigation archéo-astronomique, cosmogonique, culturelle et historique. Des mystères de la Duat, de l'Ankh, ou clé de la vie, du Djed du dieu Osiris. Ne représente-t-il pas seulement des clés pour accéder au monde de l'au-delà ou des défunts, comme on l'a toujours cru? Ou y avait-il quelque chose de plus en rapport à certains tunnels espace-temps, ou des énigmatiques portails multidimensionnels, par lesquels les dieux anciens pouvaient voyager avec ces intrigantes clés? Il est évident qu'il existe quelque chose de plus profond, qui a une relation avec l'énergie du point zéro, ou énergie libre toroïdale du vide quantique. Sinon, on ne comprendrait pas la raison pour laquelle ces énormes et merveilleuses villes-temples de l'Égypte millénaire auraient pu être construites. Nous pouvons voir très clairement cet extraordinaire pouvoir céleste stellaire, qui est symbolisé par le Djed du dieu Osiris. Puisqu'il semble que son incroyable labeur était d'ouvrir des portails multidimensionnels de l'espace-temps. Dans l'iconographie égyptienne, il est aussi démontré qu'il y avait une intime connexion stellaire provenant des dieux primitifs, dans le but de se connecter intérieurement avec eux. Cependant, pour que ce puissant objectif connecteur puisse se réaliser, l'Ankh et le Djed devaient être réunis. En plus de ce fait si méconnu, il y a aussi le mystérieux oiseau Nejbet, qui non seulement est une divinité protectrice qui porte l'attribut de la vie, Ankh, mais qui porte aussi le symbole de l'éternité infinie, Shen. Il s'agit d'une sorte d'anneau cosmogonique, qui représente la régénération sans début ni fin, qui montre un pouvoir solaire et universel, donnant accès au portail Resto. De même, les énigmatiques constructions réalisées dans toute la Basse et la Haute-Égypte ont révélé au fil des siècles une fonctionnalité astro-archéologique sans précédent. Et qu'elles sont aussi très difficiles à définir, puisqu'elles sont basées sur de complexes calculs mathématiques, qui donnent en majorité des résultats et des chiffres cosmiques. Nous pensons dans ce cas que la majestueuse pyramide de Gizeh a été une structure éblouissante, qui a été en mesure de créer et de produire une grande quantité d'énergie. Et d'après certains pyramidologues et égyptologues plus ouverts à la connaissance universelle et cosmique, elle était utilisée par les anciens Égyptiens comme une gigantesque centrale génératrice d'énergie libre sans fil, et physio-électrique très bénéfique. Et cela a joué un rôle important dans l'histoire égyptienne, où depuis des époques très anciennes, les Égyptiens connaissaient parfaitement l'existence de plusieurs endroits aux fréquences illimitées. De plans vibratoires, des niveaux de réalité, des univers parallèles, et des sphères habitables très liées à notre monde tridimensionnel.
Nous voulons dire par là qu'ils ont utilisé des appareils de dégravitation et d'invisibilité, basés sur l'énergie libre du point zéro, qui était extraite des photons, ou en d'autres termes, des faisceaux de particules lumineuses. Et aussi d'un puissant flux gyromagnétique des électrons et des protons, pour ensuite se déplacer en spirale entre les pôles magnétiques et les différents vortex d'énergie. Cela signifie qu'ils avaient l'énorme capacité de se déplacer par des tunnels temporels de l'espace, ou des champs de force unifiés fractales, en suivant un réseau de communication intergalactique. Alors, si ceci est la fréquence vibratoire qui nous entoure depuis toujours, et qui a été utilisée avec sagesse par les anciens créateurs spatiaux de l'Égypte millénaire, ne serait-il pas correct que l'humanité actuelle puisse obtenir le plus tôt possible la même technologie qu'avaient les anciens peuples, pour vivre de façon plus décente ? De notre part, nous sommes pleinement convaincus qu'il faut demander à nos dirigeants de déclassifier l'avantageuse technologie du point zéro, comme l'avaient découvert de grands scientifiques depuis le début de l'année 1900. Les anciens Égyptiens qui étaient très évolués, ont su utiliser avec beaucoup d'intelligence et de sagesse ce type de technologie dans le domaine de leurs extraordinaires et prodigieuses constructions, mais aussi au niveau des créations solaires et stellaires. Si nous écartons la science technologique, spirituelle et astronomique qu'ils ont connue, on ne pourra jamais comprendre la profondeur de cette magique culture millénaire.
Ils ont utilisé pour leur développement une superconductivité de faisceaux de lumière, ou particules de photons, provenant d'ondes électromagnétiques d'une grande puissance lumineuse et interstellaire. Il est indéniable que si nous croyons fermement que nous pouvons aussi y parvenir, à condition de réaliser un véritable changement éthique, moral et spirituel, il est évident que nous y arriverons. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une technologie très avancée, que nous avons le droit d'obtenir. Comme ça se passe de façon habituelle dans toute évolution positive. Quant à cette merveilleuse science universelle qui arrive depuis le firmament, ou portail resto, où se trouve le Dieu sidéral suprême, nous sommes certains que le jour où elle sera présente dans nos vies, alors nous pourrons vivre dans l'authentique sagesse, félicité, harmonie et liberté de l'âme-conscience. Et nous pourrons aussi avoir l'énorme capacité de nous sentir plus solidaires, généreux et empathiques envers nos semblables. Car tout ce que nous faisons de façon désintéressée, prudente et sensée, sera si remarquable que la lumière de l'âme-conscience nous permettra d'évoluer beaucoup plus vite. Puisque cette puissante lumière qui se trouve depuis toujours dans notre cœur souhaite seulement s'intégrer à l'éternité du chêne infini. C'est ce que nous offre avec amour suprême, don et sagesse, la création parfaite et divine, qui provient du démiurge Amon-Ra, créateur de ce merveilleux univers, et qui veille toujours à notre urgente transformation génétique spirituelle.